Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un livre fascinant, un peu oublié peut-être, Self-Investment d'Horizon Sweat Marden, publié en 1911, oui, ça date un peu. exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est de voir ce que cet auteur du début du XXe siècle avait à nous dire sur l'amélioration de soi. On va se concentrer sur ses idées concernant la communication, l'importance de la beauté, la personnalité aussi, et le tact. Il voyait tout ça comme des clés, en fait, pour réussir et s'épanouir. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. C'est de voir comment ces thèmes, formulés avec les mots d'il y a plus d'un siècle, ils résonnent encore aujourd'hui. C'est une perspective historique, bien sûr, mais sur des qualités humaines qui finalement semblent assez intemporelles. Tout à fait. On va voir si ces investissements en soi, comme il les appelle, ont encore de la valeur pour nous maintenant. Exactement. Une sorte de bilan plus de 100 ans après. Alors, commençons par son premier chapitre. Le titre est assez direct, Si vous savez bien parler. D'entrée de jeu, Marden, il met la barre très haut pour la conversation. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Pour lui, ce n'est pas juste une compétence sociale parmi d'autres, c'est un véritable levier de succès. Il écrit que ça envoie des clients, des patients, des acheteurs, que ça ouvre des portes, quoi. Carrément. Il cite même Charles Eliot, le président de Harvard à l'époque, qui disait que l'usage précis et raffiné de la langue maternelle était un signe essentiel d'une éducation distinguée. Ça montre bien l'importance qu'il accordait à ça, hein. Oui, et ce qui est frappant, c'est sa vision de la conversation comme une sorte de miroir immédiat de qui on est. Il dit, et c'est assez fort, rien d'autre n'indiquera votre finesse ou votre grossièreté aussi rapidement que votre conversation. En gros, ce qu'on dit et comment on le dit, ça révèle tout. C'est presque un peu intimidant, non? Un peu oui, mais il insiste sur un point crucial. Ce n'est pas un don inné. Il le répète. Les bons parleurs ne naissent pas. Ils se font. C'est comme pour les avocats, les médecins. Ça demande un effort, un travail. Ce n'est pas juste du bavardage qu'il trouve d'ailleurs frivole et insensé. C'est vraiment un art, un artisanat même. J'aime beaucoup l'image qu'il utilise pour illustrer ça. Il compare celui qui sait parler à un artiste. Un peintre, dit-il, peut être excellent, mais peu de gens verront ses tableaux. Mhm. Par contre, si vous êtes un artiste de la conversation, quiconque entre en contact avec vous verra l'œuvre de votre vie. C'est comme si on exposait notre art en permanence. C'est assez vertigineux comme idée. C'est vrai. Et l'impact dans le monde professionnel, il le souligne aussi très clairement. Savoir bien s'exprimer de manière agréable, ça donne un très grand avantage, parfois même sur quelqu'un de plus savant mais moins doué pour la parole. On dirait presque un conseil de coach en carrière d'aujourd'hui, finalement. Absolument. Et pourtant, déjà à son époque, Marden se lamentait d'un certain déclin de cet art de la conversation. Ah bon? Déjà en 1911? Oui. Il pensait que c'était lié au rythme de vie, de plus en plus rapide, à cette manie d'acquérir richesse et position qui laissait moins de temps pour, disons, la réflexion et le calme nécessaire pour développer cette compétence. Il pointait aussi du doigt l'essor de la presse bon marché. Comment ça, la presse bon marché? Selon lui, comme l'information devenait facilement accessible par écrit, ça réduisait le besoin d'échanger, de discuter pour s'informer. C'est assez intéressant de comparer ça avec Internet et les réseaux sociaux aujourd'hui, non? C'est vrai, le parallèle est frappant. Et il ne parlait pas que de parler. Il insistait aussi sur l'importance de savoir écouter, une qualité qu'il jugeait aussi rare que celle de bien parler. Et bien sûr, il mettait en garde contre l'égocentrisme. Difficile d'être intéressant si on ne s'intéresse qu'à soi-même. Logique. Intéressant. Alors, après la parole, un autre grand thème tourne autour de la beauté. Le chapitre s'appelle « Mettez de la beauté dans votre vie ». Là, il nous lance un peu un défi, ne pas vivre que pour le matériel, mais aussi cultiver notre sens de l'esthétique. Oui, et il utilise une analogie assez forte, je trouve, celle de la nourriture. Ah oui, c'est ça, le corps a besoin de nourriture variée, eh bien l'esprit et l'âme aussi. On ne peut nourrir son corps et affamer son âme, écrit-il. Sinon on devient déséquilibré. Ne pas chercher la beauté dans la nature, dans l'art, c'est se priver d'un nutriment essentiel en quelque sorte. Un agrément, c'est fondamental pour développer ce qu'il appelle nos facultés supérieures, pour affiner notre caractère. C'est ce qui nous élève au-dessus d'une existence purement matérielle. Il y a presque une dimension spirituelle, non? Tout à fait. Il voit la beauté comme un lien avec le divin. Il dit « La beauté est une qualité de la divinité et vivre beaucoup avec le beau, c'est vivre près du divin ». Il cite Platon aussi, qui voulait une éducation qui donne au corps et à l'âme toute la beauté et toute la perfection dont ils sont capables. Donc oui,
cultiver l'esthétique, pour lui, c'est nourrir notre part la plus noble. Et pour illustrer ça, il raconte des histoires assez incroyables, comme celle de cette enseignante à Chicago. Ah oui, le coin beauté, exactement. Elle installe un coin avec une belle image, des objets harmonieux dans une classe très difficile, et hop, le comportement des élèves change. Il y a ce garçon, réputé terrible, qui devient plus calme. Quand on lui demande pourquoi, il montre l'image d'une Madone et dit « Comment un type peut-il faire de mauvaises choses quand elle le regarde ?» C'est fou l'impact qu'il décrit. C'est puissant comme exemple. Il y a aussi l'histoire de Jacob Riis, ce réformateur social qui apportait des fleurs aux enfants des quartiers pauvres de New York. Il raconte comment il se jetait dessus, littéralement affamé de beauté. Riis parlait de leur faim esthétique. Cette expression « fin esthétique », elle est très parlante. Et Marden va même plus loin. Il affirme que la beauté la plus importante, c'est celle de l'intérieur, le caractère, la façon de penser, et que cette beauté-là finit par façonner notre apparence extérieure. Ah oui, comment ça? Il cite un avocat français, Antoine Berrier, qui disait « Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes qui ne savent pas avoir l'air jolies ». Pour Marden, une mentalité gracieuse, des pensées positives, ça embellit l'expression, le regard, même la posture. Donc, l'investissement le plus rentable selon lui, c'est de cultiver ce goût du beau, car ça apporte des joies durables. C'est un vrai plaidoyer contre une vie centrée uniquement sur l'argent, le matériel. Exactement. Il dit que ça atrophie nos facultés supérieures. Ça nous rend aveugles à tout ce qui est le plus fin et le plus beau dans la vie. Passons à une autre idée peut-être un peu surprenante aujourd'hui. Le chapitre 3, jouir de ce que les autres possèdent. Ah oui, ça c'est intéressant. L'idée de Marden, c'est qu'on peut trouver le bonheur non pas en possédant des choses, mais en appréciant ce qui appartient aux autres, sans jalouser, hein. Il raconte l'histoire de ce mandarin dans une œuvre de Goldsmith. Oui, qui montre ses bijoux à quelqu'un. Voilà. Et il dit à l'admirateur « Quelle différence entre vous et moi ? Vous pouvez les regarder autant que moi, sans avoir le souci de les garder. » Ou ce marquis français ruiné qui se promène dans les jardins publics et se dit qu'ils sont à lui d'une certaine manière. C'est une sacrée perspective. C'est une gymnastique mentale, en effet. Mais le point clé pour Marden, c'est ce qu'il nomme la qualité du matériau absorbant de notre esprit. Le matériau absorbant, oui. En gros, notre capacité à nous enrichir intérieurement ne dépend pas de ce qu'on possède sur le papier, mais de notre aptitude à absorber, à intégrer la beauté et la valeur de ce qui nous entoure. Peu importe le titre de propriété, on peut s'approprier ce qu'il appelle la propriété esthétique. La propriété esthétique, j'aime bien ce terme. C'est l'idée qu'on peut tirer un bénéfice émotionnel, intellectuel, d'une œuvre d'art, dans un musée, d'un beau paysage, d'un jardin public, sans en être le propriétaire légal. Il compare l'esprit à une abeille qui peut faire son miel, même à partir de fleurs très simples. Si on a la bonne disposition d'esprit, on peut trouver de la richesse partout. C'est assez radical comme vision, non? Surtout aujourd'hui. C'est radical et assez libérateur, en fait. Se sentir riche parce que nos yeux peuvent voir, sans avoir besoin de l'acte de vente, ça rend la richesse accessible à tout le monde, au fond. Tout à fait. Marden conclut que le secret du bonheur, c'est un esprit joyeux et content. Celui qui sait apprécier est riche, même s'il possède peu, et il peut en plus profiter de l'abondance des autres. C'est une richesse d'expérience, d'appréciation. Une vraie leçon de contentement. Alors ensuite, Marden aborde la personnalité, dans les chapitres 4 et 5. Il parle d'une sorte d'atmosphère personnelle. Oui, quelque chose d'impalpable, mais très puissant, qu'on dégage. Exactement. Il décrit comment certaines personnes, par leur simple présence, elles nous élèvent, elles nous inspirent, on se sent mieux à leur contact. Et d'autres, au contraire, nous glacent, on se sent diminué, moins capable. On a tous ressenti ça, je pense, cette espèce d'énergie qui émane des gens. Oui, tout à fait. Et Marden affirme que cette personnalité magnétique, comme il l'appelle, cette atmosphère, elle peut être plus influente, avoir plus d'impact que l'intelligence pure ou l'éducation seule. Il dit voir souvent des gens avec des capacités moyennes, mais une présence agréable, dépasser des individus beaucoup plus brillants, mais moins avenants. Et quels seraient les ingrédients de cette personnalité désirable, selon lui ? Principalement l'altruisme, un intérêt sincère pour les autres, la gentillesse, des manières agréables, gracieuses. Et le point vraiment important, c'est qu'il dit que ça se cultive, ce n'est pas figé.
Ah, ça se cultive. Mais comment on fait concrètement pour cultiver une atmosphère? Ça semble si subtil. C'est la grande question. Il ne donne pas de recette miracle, mais il insiste sur l'orientation vers les autres. Il donne l'exemple de Lincoln, je crois. Oui, Abraham Lincoln, dont la serviabilité, la gentillesse naturelle lui attiraient la sympathie de tous. Ce pouvoir de plaire, Morden le voit comme un atout formidable, un aimant pour le succès. Il parle même d'aimants commerciaux pour désigner ces personnes qui attirent naturellement les clients, les affaires. Donc cultiver l'art d'être agréable, ce serait un investissement stratégique. C'est un peu ça. Ça ressemble un peu au personal branding d'aujourd'hui, mais avec une insistance très forte sur la sincérité et l'altruisme. Pour réussir socialement, dit-il, il faut montrer un intérêt réel pour les autres. Pas juste faire semblant, parce que les gens le sentent. Il n'aime pas l'hypocrisie. Pas du tout. Et il critique beaucoup l'égocentrisme, cette tendance à toujours parler de soi. Celui qui est autocentré, il devient un aimant à soi. Il n'attire personne. Il utilise aussi l'image du diamant humain brut. Le diamant humain? Oui, l'idée que de belles qualités peuvent être cachées par des manières un peu rugueuses. Il faut le polissage des interactions sociales pour révéler l'éclat du diamant, d'où l'importance de ne pas s'isoler. Et dans ce processus, les premières impressions sont cruciales, parce qu'elles sont tenaces. Il insiste beaucoup sur le danger de l'isolement. C'est vrai, nous sommes des êtres sociaux. L'homme est ainsi constitué qu'il ne vit pas normalement seul, écrit-il. Il cite même Kipling. La force du loup est dans la meute. Voilà. Se couper des autres, c'est s'affaiblir. L'interaction nous polie, nous affine. Et il y a aussi cette idée de donner pour recevoir. Plus vous vous rayonnez généreusement, plus vous recevrez en retour. Il oppose la franchise qui bâtit la confiance à la dissimulation qui repousse. On peut se demander comment ce polissage social fonctionne aujourd'hui à l'heure du numérique, des interactions virtuelles. C'est une excellente question, effectivement. Morden ne pouvait pas imaginer ça. Mais ça nous amène tout naturellement à son dernier grand thème, le tact. Chapitre 6, le miracle du tact. Ah, le tact. Une qualité essentielle selon lui. Il le décrit comme cette qualité extrêmement délicate, indispensable à celui qui souhaite avancer dans le monde rapidement et en douceur. C'est l'art de dire et faire la bonne chose au bon moment. Cette finesse qui évite de blesser. Tout. C'est énorme comme affirmation. Ça suggère que le tact est presque plus important que tout le reste. Il le présente vraiment comme la compétence maîtresse en quelque sorte. C'est l'antidote au manque de tact, aux gaffes, aux maladresses qui peuvent faire tant de dégâts. Morden est convaincu que le tact permet souvent d'accomplir bien plus que de grandes capacités ou de grands talents, dépourvus de tact. Et c'est utile partout, j'imagine. Absolument. En affaires, pour ne pas froisser un client, dans les professions libérales, pour mettre en confiance, en politique évidemment, le manque de tact à l'inverse peut briser des carrières, ruiner des relations. C'est vraiment le lubrifiant social par excellence, mais aussi un facteur de réussite très concret. Les anecdotes qu'il raconte sont très parlantes. Le tact de Lincoln, encore lui, pour gérer des politiciens difficiles pendant la guerre civile. Ou l'histoire de cette femme. Ah oui, l'épouse incroyablement patiente avec son mari colérique. C'est ça. Elle désamorce ses fureurs par son tact constant et préserve ainsi l'harmonie familiale. Ou le médecin dont la simple présence pleine de tact et d'encouragement a déjà un effet positif sur le malade. Et à l'inverse, il cite Napoléon. Comme contre-exemple, oui. Sa brutalité dans la conversation, son manque de tact notoire, qui apparemment effrayait et rebutait beaucoup de monde, malgré son génie par ailleurs. Ça montre bien que le tact, ce n'est pas juste de la politesse de surface. Non, c'est plus profond. Morden en détaille les composantes. Il faut de la sympathie, une bonne compréhension de la nature humaine, une perception rapide de la situation, de la gentillesse, de la sincérité, une capacité d'adaptation et surtout cette faculté à se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, c'est la clé, peut-être. C'est fondamental. Et il précise bien, le tact, ce n'est pas de la malhonnêteté, ce n'est pas mentir ou dissimuler, c'est l'art subtil de faire passer la bonne chose au mieux, de présenter les choses de la manière la moins blessante ou la plus constructive possible. C'est aussi, dit-il, ne pas juger trop vite, accorder aux autres le bénéfice du doute. Finalement, le tact repose sur un profond respect des sentiments d'autrui. C'est sûrement pour ça qu'il est si puissant. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, Mardien nous propose un vrai programme d'investissement personnel centré sur des qualités très humaines, finalement. Oui, tout à fait. Maîtriser l'art de la conversation pour mieux échanger, mieux réussir. Cultiver notre sensibilité à la beauté,
pour nourrir notre âme. Trouver la joie dans l'appréciation des choses, même sans les posséder. Développer une personnalité rayonnante, basée sur l'intérêt pour les autres. Et enfin, maîtriser l'art délicat du tact pour que nos relations soient plus harmonieuses. Le message central, il est assez clair. Investir du temps, de l'énergie, dans ces dimensions, la communication, l'esthétique, l'empathie, le caractère, le tact, ça rapporte bien plus, selon Marden, que de ne viser que l'argent ou les compétences purement techniques. Ça mène au succès, oui, mais surtout à une vie plus riche, plus heureuse. La grande question qui reste, évidemment, c'est est-ce que ces conseils qui datent de 1911 sont toujours pertinents, voire plus pertinents encore aujourd'hui, dans notre société hyper connectée, si rapide, parfois si superficielle? Est-ce que ces investissements sont encore rentables, comme on dirait aujourd'hui? C'est une bonne question. C'est la question parfaite pour conclure, peut-être. Marden parlait de cultiver le moi supérieur. Mais aujourd'hui, dans notre monde saturé d'infos, d'interactions numériques souvent brèves, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, activement, de cultiver des qualités comme l'appréciation profonde de la beauté, pas juste un j'aime rapide sur une photo, une conversation qui va vraiment au fond des choses ou un tact authentique qui demande une vraie empathie, une vraie écoute? Est-ce que cet investissement en soi à la Marden, c'est devenu un luxe un peu démodé? Ou au contraire, est-ce que c'est une nécessité encore plus urgente qu'en 1911, justement pour garder notre humanité? Voilà, je crois qu'on peut laisser nos auditeurs réfléchir là-dessus. Une excellente question pour la route.